J'ai envie de vous dire, sans plus attendre, commençons les questions voilà, pour ce webinaire de questions-réponses cerveau et alimentation. Donc, on va commencer tout de suite avec les questions de Véronique, qui est avec nous, qui nous a laissé un message sur le forum. Donc, on y va. Donc, je vous relis la question. Bonsoir à tous. Elle nous salue, les dynamiqueurs et nous tous. C'est toujours une bouffée d'énergie de vous voir et de vous écouter, France. Et comme vous dites que l'intelligence et la mémoire augmentent avec les années, alors je dis vive Dynamica qui nous offre des connaissances et une ouverture sur notre monde. J'ai lu un article, merci infiniment Véronica pour toujours votre belle énergie et on peut vous rendre l'appareil parce qu'avec toujours les superbes messages et questions que vous nous posez sur le forum, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Véronique continue en nous disant, j'ai lu un article récemment où un chirurgien, Laurent Alexandre, préconisait l'implantation d'une puce dans le cerveau pour pouvoir rivaliser avec l'intelligence artificielle. Dans le même article, Michel Onfray était totalement contre. Voilà, donc, il n'y a pas de question, mais j'imagine que quel est ton avis là-dessus? Je vais vous donner quelques images. D'abord, ce monsieur Alexandre, on aimerait bien qu'il commence par lui. On veut bien le voir à l'épreuve pendant 10 ans et on regardera dans 10 ans ce qui s'est passé. Parce que en mettant de l'électricité, du magnétisme dans le cerveau, je ne vous dis pas ce qui va se passer avec les étincelles du cerveau. Parce que quand on sait qu'on a 700 watts par cellule, c'est énorme. Oui, non, oui. on a 700 000 watts. 700 000 watts par cellule, c'est un transformateur. C'est un transformateur, chaque cellule. Alors, vous imaginez si on met là-dedans un ordinateur. Enfin, bon, la question n'est pas là. D'abord, qu'il nous donne l'exemple, parce qu'il veut bien prendre des cobayes, mais pour l'instant, on n'a aucun exemple. Il est quand même intéressant de savoir que la seule expérience de puce dans le cerveau qui est envisagée pour le moment, ça serait éventuellement pour aider un paralytique à marcher, en agissant sur la mécanique. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Faut voir ce qui se passe par ailleurs. Ça on ne le sait pas. Voilà. La deuxième chose, c'est que d'abord, l'intelligence artificielle, elle n'est pas intelligente. C'est une mémoire extraordinaire, c'est-à-dire qu'on a rentré des données, ce sont des humains qui ont rentré des données, et à partir de ces données, ce sont des calculs extrêmement rapides. Mais l'intelligence artificielle, ce n'est pas une intelligence. C'est simplement une mécanique. Il y a un abus de langage. Non, c'est un super ordinateur. C'est une connexion de l'ensemble d'ordinateurs. On va dire ça comme ça. Voilà. Les humains peuvent se connecter aussi, de la même façon. Et ça, on va l'apprendre dans les années qui viennent. La deuxième chose, l'ordinateur, moi, mon ordinateur, il fait des calculs que je ne peux pas faire. C'est pas pour ça qu'il est plus intelligent que moi. C'est simplement qu'il a une mécanique qui va plus vite. C'est tout. Mais il n'est pas plus intelligent que moi. D'ailleurs, c'est un être humain qui a fait mon ordinateur. Il ne s'est pas fait tout seul. Donc, ça, c'est extrêmement important. L'ordinateur est à mon cerveau l'équivalent de la fourchette, du couteau et de la cuillère à la main. C'est un instrument qui nous permet de stocker des données et nous évite de les avoir dans la tête. Mais sachez qu'il y a des êtres humains qui sont capables de faire des calculs comme l'ordinateur avec leur cerveau. Il y a un monsieur qui s'appelle Inaudi, j'en ai parlé la dernière fois d'ailleurs, très rapidement. Inaudi faisait des calculs extraordinaires comme à l'ordinateur, instantanés, parce qu'il s'était entraîné depuis tout petit à ne faire que du calcul. Il avait surdéveloppé ça. Tout le reste était complètement resté à l'abandon. Donc, il n'était pas intelligent par ailleurs, mais il faisait des calculs fantastiques. Voilà. Donc, un cerveau humain est capable de faire la même chose qu'un ordinateur. Simplement, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vaut la peine? La question est là. Alors, l'ordinateur, moi, c'est le prolongement de ma mémoire. Il m'évite de stocker trop de choses, etc. Il m'évite de passer trop d'heures à faire des calculs. Vous savez, quand j'ai fait mes études, moi, il n'y avait pas de calculette au bac. On n'avait pas de calculette. C'était des calculs de logarithmes. Alors, ça vous dit peut-être rien si vous êtes tous très jeunes, mais pour calculer, par exemple, la racine quatrième de 16, la racine quatrième de 16, c'est 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16. C'est 2.
la racine quatrième de 16. Eh bien, avec la table de logarithme, il fallait 1 heure de calcul et on trouvait 1,99999 qui tend vers 2. Pour faire le point maritime sur les bateaux, quand on est au milieu de l'océan, on était obligé d'utiliser la table de logarithme et il fallait 2 heures pour calculer l'endroit où on se trouvait. 2 heures de calcul. Je l'ai fait, je sais comment c'est. Voilà. Avec les calculettes, on a le même résultat en 10 minutes, un quart d'heure. Et avec les calculettes qui font le point, elles vous le donnent presque instantanément. Voilà. Donc, oui, mais effectivement, c'est un outil qui nous fait gagner du temps, qui est intéressant, qui nous permet de faire d'autres choses, mais ça reste un outil. Il est au cerveau ce que la fourchette, le couteau, la cuillère sont à nos doigts. La fourchette, le couteau, la cuillère nous permettent de manger proprement, de découper des petits morceaux, de ne pas avoir la bouche pleine à craquer, etc. Je vous ai dit que l'ordinateur est à notre cerveau, ce que la fourchette, le couteau, la cuillère sont à nos doigts. Pourquoi ne pas se faire implanter une fourchette au bout d'un doigt, une cuillère au bout de l'autre et un couteau au bout du troisième? Ça nous évite de courir chercher sans arrêt des ustensiles. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est vraiment c'est du même ordre. Oui, oui. Vous voyez? Oui, alors, elle est très bien ton image. Voilà, ça vraiment, c'est exactement du même ordre. Donc, tous ces beaux parleurs qui prétendent qu'une puce rendrait les gens plus intelligents, etc., qu'ils s'en mettent une et que nous les observions pendant 10 ans. Et on regarde ce qui se passe. Mais qu'ils essaient pas sur les autres. Oui, c'est ce courant de transhumanisme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le rêve d'être plus fort que tout a toujours existé chez l'être humain. Le rêve d'être créateur, etc., a toujours existé chez l'être humain. Mais ils ont toujours essayé chez les autres, pas sur eux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence. C'est simplement une calculatrice. C'est simplement... Vous savez, notre cerveau, quand on nous dit quelque chose, on connecte ça à d'autres choses. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Voilà, c'est très simple. Si je pouvais vous faire un croquis, je vous ferais un croquis. Imaginez que dans votre cerveau, il y a plein de petites roues dentées qui tournent les unes grâce aux autres. Oui. C'est comme des petits disques, mais chaque disque entraîne les autres. Eh bien, dans votre cerveau, il y a un disque qui est consacré aux voyelles. Il y a un disque qui est consacré aux consonnes. Il y a un disque qui est consacré au son. Et à voilà. Il y a un disque qui est consacré aux mots usuels. Il y a un disque qui est consacré au nom des gens que vous connaissez dans votre travail. Il y a un disque qui est consacré au nom des gens de votre entourage familial. Il y a un disque qui est consacré à l'histoire géographique que vous avez appris à l'école. Il y a un disque qui est consacré à votre histoire à vous, etc., etc. Il y a plein de petits disques qui tournent comme ça. Pendant que je vous parle, vous faites tourner celui des voyelles, celui des consonnes, celui des mots, etc. Et vous êtes en train d'engranger tout ça dans le cortex qu'il a devant. Et ça va partir dans l'hippocampe cette nuit. Ça va être bien nettoyé, etc. Et c'est comme ça, et votre hippocampe va retenir juste l'essentiel. Voilà. Il ne se souviendra peut-être jamais des incidents techniques, mais il se souviendra du contenu. Vous voyez, c'est très important ça. Donc, tous ces petits disques sont connectés les uns aux autres. À chaque fois que vous avez une idée, vous entendez quelque chose, ça se met automatiquement en relation avec les voyelles, avec les consonnes, avec les sons, avec les mots, et ça va aller
se mettre en connexion avec des choses que vous savez déjà et qui sont déjà dans vos petits disques. Et donc, c'est ça le calcul, c'est la mise en relation. Et ça va peut-être vous donner naissance à une nouvelle idée, une chose à laquelle vous n'aviez jamais pensé. Ça va faire encore un élément de plus. Eh bien, l'intelligence artificielle, elle n'a que ce qu'on lui a donné, qui n'est pas énorme, et elle ne peut pas faire plus que ce qu'elle a reçu. Elle ne peut pas inventer, elle. Bien sûr, bien sûr. Véronique dit que l'intelligence artificielle se base sur les connaissances déjà existantes, alors que les humains font des découvertes. Bien sûr. Évidemment, évidemment. Évidemment, un cerveau, ça évolue en permanence et il est bien probable que d'ici quelques temps, on va retrouver toutes sortes de capacités de l'être humain qui vont être très au-dessus, bien évidemment, de tous les ordinateurs. Sachez quand même que, par exemple, les aborigènes, je peux vous donner quelques exemples comme ça. Les aborigènes, ils ont dessiné, ils n'avaient pas d'avion, ils n'avaient pas de drone, ils n'avaient aucune possibilité d'aller dans les airs en haut. Et ils ont quand même dessiné le plan de l'Australie. Ils ont dessiné, parce qu'en rêve, ils voyaient tout ça, quand ils dormaient. Moi-même, quand je naviguais, je ne vous ai pas raconté l'histoire. Tu nous en avais parlé lors d'un précédent dossier. Quand j'étais dans l'eau jusque-là, voilà. Mais ça, ce sont des choses extracorporelles. Ce sont des choses que dans certains pays, ils sont très nombreux à le faire. Très, très nombreux. Mais on les méprise parce qu'ils vivent tout nus. Ils ont développé... C'est ce que disait Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, un jour, parlait de l'intelligence extraordinaire des Indiens. Il était chez Bernard Pivot et il y avait autour de lui ce que j'appelle des gros bouffis, c'est-à-dire des messieurs à gros ventre, mais qui étaient en costume, qui avaient écrit des livres et qui se croyaient très intelligents parce qu'ils avaient écrit des livres. Alors, ils ont dit à Claude Lévi-Strauss, oui, mais c'est quand même pas eux qui ont inventé les avions et les fusées. Claude Lévi-Strauss a eu un petit sourire en coin et il a dit « Ils ont développé d'autres choses ». Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais c'est bon. Et comme le reprécise Franck, c'est pas une idée d'opposer en fait les deux, mais on peut pas comparer la machine à l'humain. Et une machine ne fera jamais ce que les capacités que peut faire un humain. Donc, on ne peut pas dire se couper de la machine non plus. Enfin voilà, Il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a des gens qui n'utilisent pas leur cerveau, qui ne réfléchissent pas, qui n'utilisent pas leur cerveau, qui sont dans la routine, tous les jours ils font la même chose, etc. Ils peuvent avoir l'air bêtes, parce qu'en réalité ils ne sont pas bêtes, mais ils n'utilisent pas leur cerveau. Voilà. Tout simplement, pour toutes sortes de raisons. Ils ont pu être maltraités, mal nourris. Je ne dis pas qu'ils ne font pas exprès, mais ils peuvent avoir l'air bêtes. Voilà. Mais tout simplement parce qu'ils n'utilisent pas leur cerveau. Alors, c'est sûr qu'à ce moment-là, l'intelligence artificielle, elle est extraordinaire parce qu'elle utilise toutes les données. OK, pas de problème. Mais il y a des gens qui sont capables d'utiliser toutes les données et beaucoup plus. Et d'en créer de nouvelles. On fera un dossier sur l'intelligence artificielle parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire, ça suscite plein d'intérêt et donc voilà, on pourra reprendre ce sujet, mais qui est absolument passionnant. Et puis merci pour les images que tu as partagées, France. C'était très intéressant. On va continuer avec les questions de Véronique. Plus accès alimentation et voilà, on va continuer. Et puis il y avait la question de Franck sur les oméga 3 que Charles a aussi posé et que Véronique a aussi posé. Donc voilà, il y a un sujet autour des oméga 3, donc on va y venir. Juste avant, Véronique nous disait que suite à vos conseils, j'ai augmenté mon apport en huile de colza, première pression à froid. Je remarque que mon corps en réclame si je n'en ai pas mis dans mon plat. Donc voilà, il y a des effets déjà avec la prise de cette huile de colza. Elle te demande, elle aurait aimé savoir si la pause alimentaire de 8 heures est durant la journée uniquement. Tu parles qu'il est intéressant de... Alors, la pause dans la journée est beaucoup plus efficace
que dans la nuit, parce que la nuit, le corps travaille au ralenti et le cerveau travaille au ralenti. En fait, la nuit, on fait autre chose. La nuit, notre cerveau, il voyage, il se balade, hein. Il est complètement ailleurs. Tandis que dans la journée, eh bien, surtout si on a l'habitude de manger 3 fois, enfin plusieurs fois dans la journée, eh bien, ça l'agace. Il cherche à manger. Alors, il fait produire des neurones par l'hippocampe pour nous rendre plus intelligents, pour trouver à manger. C'est ça, en fait, le phénomène. Et il se met à sécréter de la gréline, qui est l'hormone de l'appétit, puisqu'on a l'habitude de manger. On a l'habitude de prendre un petit gâteau, un petit goûter, un petit machin. Et là, on décide de le priver de ça. Et en le privant de ça, il fabrique la gréline qui nous donne de l'appétit. Puis comme il voit qu'on ne mange rien, il nous envoie plus de neurones pour essayer de connecter encore plus, pour trouver à manger. Et c'est comme ça qu'il nous fait fabriquer plus de neurones et il augmente nos fonctions cognitives. Mais ça ne se passe que quand on est réveillé. Ça ne se passe pas quand on dort. Quand on ne mange pas, si on dort 12 heures, on ne va pas fabriquer plus de neurones. Très bien. On a très très clair. Donc voilà, on a ton retour sur la différence. Ça se joue, ça ne se joue pas au même niveau quand c'est en journée ou la nuit, par rapport aux intermittents, cette pause de 8 heures. On passe à la question. Alors du coup, la prochaine question de Véronique était sur les oméga 3. Je vais lire la question de Véronique. Je vais reprendre la question de Franck dans le chat et je vais aller chercher la question de Charles où il nous parlait aussi des oméga 3. Alors, Véronique nous dit, par rapport aux oméga 3, le docteur Rondini nous indiquait que les oméga 3 de type végétal étaient mal assimilés, si j'ai bien compris, par rapport au dossier de l'alimentation, de l'inflammation de bas grade. Il préconisait des oméga 3 par capsule et la consommation de petits poissons gras. Je suis un peu perdue, pourriez-vous me donner des éclaircissements? Donc, je reprends aussi la question de Franck qui nous dit « Je reviens sur les oméga 3. Je prends des oméga 3 en liquide et le rapport est 1400 mg EPA, 940 mg DHA, sachant que les EPA vont agir sur l'humeur et la dépression et les huiles n'ont pas ce ratio. » Et je reprends la question de Charles qui nous parle du microbiote, on y reviendra tout à l'heure. Je peux te répondre là parce que… Oui, en fait, je prends juste la question de Charles parce qu'en fait, ça va dans le même sens. Donc, Charles nous dit, on reprend sa question sur le microbiote, qui nous dit, au sujet des oméga 3, comment savoir si notre alimentation nous apporte la bonne quantité? Ne pensez-vous pas que dans certains cas, sur des courtes périodes, il peut être intéressant d'en consommer en supplémentation? Alors, déjà, moi, j'aime beaucoup ce que dit le docteur Jean-Marie Bourg, qui a quand même, c'est le seul en France qui a travaillé 30 ans sur le cerveau, sur l'alimentation du cerveau. C'est quand même une référence. Les aliments naturels sont les seuls, les aliments naturels sont les seuls qui peuvent nous apporter tout ce dont nous avons besoin de façon correcte, équilibrée, et permanente. C'est très important. Il dit que quand on extrait les oméga 3, on les estropie toujours. On ne peut pas extraire les oméga 3 correctement. C'est impossible. Encore aujourd'hui, du coup, avec cette nouvelle technique, il n'y a pas moyen. Les oméga 3 doivent être pris dans leur contexte naturel. Et de toute manière, il faut savoir que, par exemple, je vais vous donner un autre exemple, par les oméga 3, la vitamine C d'une pomme. Si vous extrayez la vitamine C d'une pomme, et que vous prenez la vitamine C extraite d'une pomme, très rapidement, il y a une quantité qui devient toxique. Par contre, vous pouvez manger 400 pommes d'affilée, vous n'aurez jamais d'excédent de vitamine C. Vous pouvez boire le jus de 400 pommes, vous n'aurez pas d'excédent de vitamine C. Parce que la nature a prévu tout un ensemble d'éléments qui permettent de profiter au maximum de chacun des éléments. On ne doit pas les dissocier. C'est toujours l'être humain qui se prend comme un être supérieur à la nature. La nature n'a pas dissocié les oméga 3 du reste. Elle les a reliés. Alors, c'est sûr que si vous prenez des extraits d'oméga 3 végétaux, ils sont peut-être moins bien que les animaux, mais
il faut savoir qu'on a besoin des deux, ce n'est pas les mêmes oméga 3, ils ne sont pas identiques. On a besoin des végétaux et des animaux. On a besoin des deux. Et donc, la meilleure manière de prendre des oméga 3, vraiment la façon la plus naturelle, c'est de manger beaucoup de graines. Sauf que notre cerveau fonctionne beaucoup plus qu'avant, parce que aujourd'hui, notre cerveau est en permanence sollicité par des choses qui autrefois ne le concernaient pas. Il y a 80 ou 100 ans en France, même moins que ça, enfin on va dire il y a 80 ans en France, quand on habitait à la campagne, on n'avait pas de télé, on n'avait pas de radio, les journaux on n'en voyait pas souvent, on ne savait pas trop ce qui se passait dans le monde. Aujourd'hui, même si vous n'avez rien de tout ça, vous allez acheter du pain et vous allez voir les journaux qui affichent 500 morts en Syrie, un carnage abominable, etc. Vous allez, même s'il n'y a pas le journal, vous allez entendre les gens en parler en faisant la queue, en allant chercher le pain. Vous avez des informations, vous êtes bombardé d'informations dramatiques, violentes, qui devraient faire que vous pleuriez sans arrêt. On devrait tous être en train de pleurer là en ce moment, avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Là. On devrait tous être en train de pleurer, on devrait être au désespoir. Mais on s'est blindé contre tout ça, avec la télé, avec le cinéma, avec toutes ces choses-là. On s'est habitué à regarder des horreurs sans pleurer. On trouve ça normal. Voilà. C'est même devenu virtuel. Alors, c'est du cinéma. Moi, ça fait 20 ans que je ne vais plus au cinéma parce que je trouve que les films sont devenus trop violents. On ne suggère plus les choses, on vous les jette à la figure. Et à cause de ça, je n'y vais plus parce que je ne veux pas émousser ma sensibilité. C'est aussi simple que ça. Mes enfants n'ont jamais eu de télé. Jamais. C'était hors de question. Et la maîtresse à l'école les a engueulés en disant ça n'existe pas, les familles qui n'ont pas de télé. Ouais, si, moi, j'avais pas de télé non plus. Voilà. Donc, c'est très, très important de comprendre que... Oui, non, mais c'est deux visions différentes. Ouais, voilà. Toi, tu vraiment alors, notre cerveau est obligé de gérer en permanence des nouvelles dramatiques qui devraient nous faire pleurer, etc. Eh bien, pour pouvoir gérer tout ça, il a besoin d'encore plus d'oméga qu'il y a 80 ans. Parce qu'il a beaucoup plus de choses à gérer pour ne pas qu'on soit démoli par toutes ces émotions. Vous voyez ? Et la meilleure manière, vraiment, de prendre des oméga 3, c'est de manger des petits poissons, oui, tout à fait, mais en plus des graines. Les graines sont indispensables. Le premier aliment que trouve un être humain dans la nature sauvage, si vous allez dans les bois, etc., c'est les fruits et les graines. Ce sont les premiers aliments que vous allez trouver. Et ce n'est pas pour rien. Et pourquoi des fruits et des graines ? Parce qu'il y a du sucre et du gras. Or, le sucre et le gras sont indispensables au cerveau. Et il vous est peut-être arrivé de vous rendre compte qu'il y en a peut-être parmi vous qui, au fur et à mesure qu'on approche du sommeil, qu'on approche de la nuit, on a de plus en plus envie d'un truc sucré. Sucré et gras. Un petit bout de chocolat, un petit gâteau, des choses comme ça. Alors, il y en a qui disent « Ah, c'est parce que j'ai pas de chéri à la maison. » Mais même avec un chéri à la maison, ça fonctionne. Donc, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement que le cerveau, lui, il sait que même si vous ne dormez que 2 heures, en 2 heures, il va être obligé de refaire tout le travail du temps que vous avez été réveillé. Si vous avez été réveillé 18 heures, en 2 heures, il faudra qu'il refasse tout ce que vous avez fait pendant 18 heures pour faire le tri, classer, ranger. Et donc, en 2 heures, il va dépenser autant d'énergie que toutes les heures de veille. C'est pour ça que c'est important de dormir suffisamment, parce que quand on ne dort que 4 heures par nuit, par exemple, moi j'ai fait ça longtemps, eh bien, on a extrêmement besoin de sucre et d'huile pour dormir. Si on a fait un miam aux fruits, on n'a pas cette sensation, on la perd progressivement. Mais si on n'a pas de miam aux fruits, on a une terrible envie de chocolat et de choses comme ça. Parce que le cerveau demande du sucre et du gras, sauf qu'on prend le mauvais sucre et le mauvais gras. On ne prend pas les bons. Les graines de chanvre sont excellentes pour les oméga 3. Excellentes.
Tu en avais parlé la dernière fois. Oui, oui, c'est vrai. Et alors, l'huile, quand vous prenez. En fait, avec deux cuillères à soupe d'huile de colza, on couvre ses besoins en oméga 3 pour 24 heures. Je peux vous dire que je connais par exemple un couple de pharmaciens. Le monsieur, son père a eu un AVC. Eh bien, son fils pharmacien est allé à l'hôpital et qu'est-ce qu'il a fait à son père qui ne mangeait pas encore, hein, qui sortait de la réanimation? Il lui a donné 8 à 10 cuillères à soupe d'huile de colza par jour, à la cuillère comme ça, pour réparer son cerveau. Il y a plein de gens qui le savent, ça. Méfiez-vous des gens qui vous vendent des choses. Oui. Véronique nous dit tout type de graines. Non, mais c'est deux visions particulières, enfin voilà, deux visions spécifiques, mais on comprend bien en tout cas, on comprend parfaitement ton approche et les arguments que tu amènes complètement. Véronique, tout type de graines ou certaines sont-elles plus intéressantes pour les oméga 3 que d'autres? Tu parlais du chanvre juste à l'instant. Alors, chose très importante. On vous parle des oméga 3, 6, 9. Pourquoi? Parce qu'on en a fabriqué des extraits qu'on vous vend. En réalité, on connaît au minimum 25 oméga différents. Il y a le 7 qui revient de plus en plus, enfin qui se met et il y en a probablement presque une infinité. On peut vous en trouver tous les jours un nouveau, parce que de l'huile, il y en a partout. Et on a besoin d'une grande variété d'oméga. On n'a pas besoin que des 3, 6, 9. On a besoin d'une très grande variété d'oméga. On a besoin des oméga 5, on a besoin des oméga 7, des oméga 8, des oméga 10. On a besoin de tous ces oméga. Plus la variété de graines est grande, plus l'huile de colza va entraîner ces oméga et les distribuer dans tout le corps. Oui, mais toi, tu prônes vraiment cette intelligence de la nature où le bon équilibre est fait déjà naturellement. Et donc, c'est au travers de l'alimentation et des bons produits bruts que le corps va aller piocher ce dont il a besoin, ce qui est nécessaire en fait. Charles demande comment est-ce qu'on sait si on a la bonne quantité? Comment il dit ça, Charles? Si notre alimentation nous apporte la bonne quantité d'oméga 3 par les symptômes qu'on peut ressentir une carence d'oméga 3. Oui, c'est assez facile. La première personne qui a dit qu'elle en avait envie maintenant, oui. Eh bien, vous vous rendrez compte que vous manquez d'oméga 3 quand vous avez de plus en plus envie de graines. Oui. C'est pas seulement les oméga 3, c'est tous les oméga. Mais c'est très très important. Sachez que les jeunes enfants, quand on leur met sur la table une bouteille d'huile de colza de bonne qualité, qui a un goût de graines, comme celle de Vigan, celle de huile Lorraine, eh bien, ils prennent la bouteille et ils la boivent. Ils en ont envie. Oui. Moi, je fais mettre pour les bébés une cuillère d'huile de colza dans leur petit pot, par exemple, quand ils ont des petits pots. Et pour les enfants, systématiquement, une cuillère à soupe par jour. D'accord. Dans leurs aliments. Okay. Et on parle de l'huile de caméline. L'huile de caméline aussi, très bien. Oui, mais elle est plus chère. Moi, je pense beaucoup à votre porte-monnaie. Sachez que l'huile de colza, si vous trouvez une bonne huile de colza, il y en a plein de bonnes huiles de colza. Parce que quand l'huile de colza est un peu forte, c'est qu'il y a des graines qui étaient moisies. Ce sont des gens qui font de l'huile, même avec des graines qui ne sont pas de bonne qualité. C'est pour ça que je vous cite Vigan et Huile Lorraine, parce que je ne suis pas payée par eux. Mais ce sont des gens qui font extrêmement attention. Huile Lorraine, une année, n'a pas fait d'huile de colza, alors qu'il y avait beaucoup de demandes, parce que la saison avait été mauvaise. C'était impossible de trouver suffisamment de graines de colza sans qu'il y en ait qui soient moisies. Donc, il n'en a pas fait. Il m'a expliqué qu'une graine moisie flingue une bouteille entière. Oui. Donc, c'est important ça. Donc, il faut acheter des huiles à des gens qui les font avec soin. Voilà. Mais si vous n'utilisez pas l'huile de colza, qui est la moins chère et qui est vraiment excellente, eh bien, bientôt, tous les oméga 3 vont coûter très cher. Parce que les autres huiles qui ont des oméga 3 sont beaucoup plus chères. Or, actuellement, en Italie, on ne trouve plus d'huile de colza parce qu'ils la vendent beaucoup plus cher pour faire rouler les voitures. Et du coup,
on n'en trouve plus en alimentaire. Au Canada, on n'en trouve plus en alimentaire. Aux Ouais. États-Unis, on n'en trouve plus en alimentaire. Alors, on est obligé d'acheter de l'huile de lin qui coûte beaucoup plus cher, de l'huile de chanvre qui coûte beaucoup plus cher, etc. De grâce, continuez d'acheter de l'huile de colza de qualité. Comme ça nous permet de continuer d'avoir des oméga pas chers, avec une très bonne huile. C'est vraiment important pour tout le monde. Parce que pensez aussi aux producteurs. Ils en ont ras-le-bol qu'on dise qu'ils vendent trop cher. Ils n'en peuvent plus. C'est comme le petit épeautre. Ils en ont marre qu'on leur dise qu'ils vendent trop cher. Le petit épeautre, sur la même surface, ils en récoltent 6 fois moins que le blé. Le pain petit épeautre devrait coûter 6 fois plus cher. Alors pour l'huile de colza, c'est pareil. Elle est vendue beaucoup plus cher pour les voitures. Alors, on va quand même pas arrêter l'huile de colza. Vous voyez ce que je veux dire? On va avoir un dossier qui va venir sur le gluten et les pains, les blés anciens avec une personne exceptionnelle. Voilà, je vous en dis pas plus, mais voilà, je suis très très heureuse de l'accueillir et donc voilà, et c'est exactement, il va dans ce sens-là en fait, c'est remettre c'est le consumérisme au milieu, mais effectivement avoir cette notion de quantité et de qualité qui joue et pour le petit épeautre, effectivement, ça joue. Pour les huiles, si vous utilisez tous les jours colza, olive, sésame et éventuellement un petit peu de pépins de courge, qui est beaucoup plus cher, mais un petit peu, surtout pour les personnes à partir de 50 ans, eh bien, vous couvrez vraiment tous vos besoins en huile. On peut vous inventer à chaque seconde une nouvelle huile miraculeuse, extraordinaire, qui a des proportions fantastiques d'oméga 3 ou je ne sais quoi. On peut vous en inventer autant qu'on veut, parce qu'on peut faire de l'huile sans arrêt. Il y a des graines, le nombre de graines sur cette planète est tellement grand qu'on peut vous en trouver une tout le temps. Alors ça, c'est génial pour faire du commerce. C'est formidable. Mais pour vous qui avez un porte-monnaie qui n'est pas extensible, une famille, etc., pensez que le nombre de cuillères d'huile qu'il faut par jour, vous multipliez ça par 2 pour un couple, vous multipliez par 3 avec un enfant, vous multipliez par 4 avec 2 enfants, ça va très vite. Par ailleurs, est-ce que vous voulez mettre tous vos sous dans les toilettes? Oui, bien sûr. Non, on comprend ton approche. Ça va dans les toilettes. Hein. Oui. Véronique nous dit qu'elle préfère l'huile de colza par rapport au goût de l'huile de lin. Alors, Vigan, si vraiment on veut partir dans l'huile de lin, ils font une huile de lin au citron qui est absolument divine et du coup qui cache un petit peu ce goût de l'huile de lin naturelle qui peut être qui peut être un peu plus... Alors, attention, l'huile de lin, il y avait une personne qui faisait l'huile de lin parfaite, c'était Louis Lorraine. Il l'a pressée au moment où on la commandait. Et il fallait la mettre au frigo tout de suite et la consommer dans les 20 jours. Un goût de graines délicieux. Parce que l'huile de lin est hyper fragile. Elle ne doit jamais, jamais, jamais être conservée en rayon. Si vous achetez de l'huile de lin en rayon, ben vous pouvez déjà arrêter tout de suite parce qu'elle a une odeur de poisson. Bon, alors elle n'a pas forcément une odeur de poisson, mais oui, Vigan, elle est en rayon, forcément. Elle est en bio, elle est en rayon. L'huile de lin ne doit jamais avoir d'odeur quand on ouvre la bouteille. Elle doit sentir la graine. Oui, bon, elles sont plutôt bonnes, hein, malgré tout, l'huile, même la nature. Mais bon, évidemment, au plus proche on est du moment où c'est pressé, au mieux c'est évidemment. Pour rester simplement... C'est bien que Vigan fasse ça avec du citron, c'est sympa parce que ça évite l'oxydation. Oui, complètement. À garder au frigo aussi, mais avec du poisson, par exemple, ou même dans une vinaigrette, à rajouter, c'est absolument divin. Et ça permet... bien parce que ça lui garde son goût de graine. Oui, tout à fait. Oui. Pour rester dans la thématique de l'huile, je vais reprendre une question qui est arrivée de Julie. On comprendra ces questions après, mais comme tu parlais dans les super aliments, on a partagé un bonus où on a donné les super aliments que tu partageais, et elle te pose la question sur l'onfacine. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de l'onfacine, et qui est l'huile verte que tu as mis en avant dans ton livre? Alors, moi, je connais toute l'histoire d'onfacine parce qu'il se trouve que les personnes qui font ça sont devenues des amis vraiment formidables. Ils sont exceptionnels. J'aimerais beaucoup que Raphaël Colici vienne faire un dossier. Ce serait absolument merveilleux. Donc, tu peux, hein.
Si tu veux, je lui dis. Hein. Ah bah, ah non, il n'y a aucun problème. Hein. J'aimerais beaucoup. Très important, quand Raphaël a grandi en Italie. Quand il était petit, il avait 6 ans, il observait son grand-père qui avait un moulin à huile dans la région de Rome et tous les gens venaient faire presser leurs olives. Et il avait remarqué que son grand-père, quand il s'agissait de l'huile pour la famille, rajoutait quelques seaux d'olives vertes. Et il avait demandé à son grand-père, mais pourquoi tu mets des olives vertes pour nous? Pour les autres, ils n'ont que des olives mûres. Pourquoi tu mets des olives vertes pour nous? C'est-à-dire, elles ne sont pas vert-olive, elles sont vert-vert, carrément. Il répond, c'est la tradition. Voilà. Cette chose-là a germé dans la tête de Raphaël, qui par ailleurs a fait beaucoup de choses. Hein. Oui. Il est kiné, il a travaillé à l'hôpital de la Reine d'Angleterre, il a massé les Beatles, etc. Enfin, c'est un type incroyable. Et puis un jour, il a créé un centre de remise en forme. Enfin, bon, non, mais avant, à Grenoble, il avait fait un centre pour les personnes handicapées, etc. Ils avaient fait une ferme avec plein d'animaux pour les enfants qui ont des difficultés, etc. Et puis, ils ont fait donc au Léa Terme. Léa Terme, un jour, il faudra que je vous raconte ça, c'est extraordinaire. Ils ont acheté un tas de cailloux et ils en ont fait un paradis. Un paradis extraordinaire. Et au-dessus de Montpellier. Il s'est renseigné, il a lu, il a cherché pourquoi mon grand-père mettait des olives vertes. Et il est tombé un jour sur des travaux qui parlaient de la Grèce antique, qui faisait une huile verte d'olive qui s'appelait omphacium. Omphacium. Et il s'est renseigné et s'est aperçu que ces olives étaient cueillies à la main juste la veille du jour où elles tournent au vert olive, quand elles sont encore bien vertes, mais avant qu'elles tournent au vert olive. Donc, la cueillette ne peut se faire que pendant 2 jours. Parce qu'il faut qu'elles soient assez grosses, mais il ne faut pas qu'elles aient tourné au vert olive. Donc, c'est une cueillette à la main, ce qui explique son prix. Donc, il a fait cette huile et il l'a fait analyser. Il a payé toutes les analyses. Les analyses sont à la disposition gratuitement de tout le monde sur Kindle en anglais. Et il s'est rendu compte que cette huile avait 50 fois plus de polyphénol que les meilleures huiles d'olive. Or, les polyphénols de l'huile omphacium sont capables de tuer en 50 minutes des cellules cancéreuses, alors que notre corps a besoin de 2 jours. Vous vous rendez compte? Oui. Donc, c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça que le professeur Joyeux, pour toute sa famille, ses amis, ses proches, va chercher son huile omphacium chez Raphaël, précisément. Et cette huile, elle est très riche en oméga 3, etc. Enfin, c'est la meilleure huile qui existe. Il existe une huile dite verte qui est faite au Maroc et dont parle beaucoup le professeur Joyeux. Elle n'a que 30 fois plus de polyphénol et non pas 50 fois plus. Et elle est dégoûtante à boire. Alors que l'omphacium est délicieuse. À jeter. Omphacium est une merveille. Et omphacium fait un nettoyage notamment de la vésicule biliaire, du foie, etc. Et ça fait une peau magnifique. Ça fait une très très belle peau. Ouais. Vraiment. Donc, sans la mettre sur la peau, hein, celle qu'on absorbe vous fait une très belle peau. Oui, parce qu'elle se consomme que. Oui, voilà. C'est vraiment génial. Donc, voilà. Alors, la cure d'huile omphacium, la cure normale, c'est 9 semaines. C'est 3 petites bouteilles de 25 millilitres. On prend une cuillère à soupe, c'est-à-dire une cuillère à soupe de 10 millilitres, les cuillères à soupe modernes. On prend une cuillère à soupe tous les jours. Donc, chaque bouteille dure 3 semaines. 3 x 3, 9. Ça coûte autour de 60 € à peu près.
Oui, oui, c'est une vingtaine d'euros la bouteille, c'est ça. Voilà. Ouais. Les trois petites bouteilles. Hein. Oui, oui, la bouteille 20 euros. 20 euros à peu près la bouteille. Oui, voilà. c'est ça. Mais c'est extraordinaire. Oui, oui. On la fait rouler un peu dans sa bouche pour l'émulsionner, c'est ce qu'il conseille, et après, voilà, on l'avale. C'est vraiment génial. C'est une merveille, c'est une merveille. Donc, ils n'en ont pas en ce moment, mais ils en auront à partir de fin octobre-novembre. Oui, oui, oui. Ben, parce qu'ils font comme la marque, je ne sais plus que tu as nommée. Voilà, c'est vraiment à la quantité en fait, aux olives qu'ils ont. Et donc, il y a eu 2 étés avec un peu de sécheresse. Donc voilà, c'est à la quantité de la production. Oui. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai Raphaël depuis quelque temps en target, en objectif. Donc c'est ce qu'il fait en ce moment. Hein. Il a transformé une île déserte de sable en verger extraordinaire. Oui, en un an. En commun. En un an. Oui, oui. C'est incroyable. Oui, non, c'est magnifique. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il vienne nous parler de tous ses projets et puis de son livre magnifique sur les fruits oubliés. Enfin, bon, voilà. Je vais lui dire. Mais très bien, parce que je suis passée par d'autres biais encore, et donc, mais très bien, mais on repasse aussi, donc génial. Non, mais tu l'auras. Mais en tout cas, voilà, voilà, l'Enphasine, c'est une merveille, donc voilà, ça va arriver bientôt, et c'est vrai que c'est. Sachez aussi que ce sont des gens qui gagnent très très peu de sous, vraiment très très peu de sous, ils vivent très simplement, et je peux vous dire que L'Oréal, 3 années de suite, a proposé d'acheter 1 million leur production de l'année parce qu'ils voulaient utiliser les analyses qui ont été faites pour dire à quel point ça régénère, c'est extraordinaire, etc. et en mettre une goutte dans chaque petit pot de crème. Donc, mensonge total. Et ils ont refusé à chaque fois, alors que franchement, ils n'ont pas beaucoup de sous. Oui, non, je sais que c'est vraiment par amour de la transmission, du vivant. Bon, enfin, voilà, le centre, voilà, enfin, vous pouvez, ils ont un site sur Internet. Voilà, moi, je sais que mes parents y vont, donc c'est pour ça que je connais un peu le centre. Mais voilà, c'est un très, très beau lieu, et on voit qu'il y a une passion viscérale du vivant et de transmettre, et des générosités. Voilà, pour leur environnement, quel qu'il soit, végétal, animal, humain. Voilà, l'environnement avec un grand E. Donc, merci en tout cas d'avoir repartagé l'histoire de l'Enphasine, parce que c'est vraiment une huile absolument exceptionnelle. Donc, voilà, c'était important d'en reparler. Formidable. Alors, du coup, pour les huiles, écoute, je pense que voilà, tu nous as partagé ta vision des oméga 3. C'était très intéressant. Voilà, oméga 3, perte de mémoire, saute d'humeur. Enfin, voilà, il y a des pertes de concentration. Enfin, voilà, il y a des symptômes un petit peu qui reviennent comme ça quand il y a des carences en oméga 3. Donc, voilà. Mais en tout cas, on a ta vision sur l'apport de l'alimentation vraiment capital en oméga 3 sans forcément passer. Même sans pas passer du tout par la complémentation. Véronique, ont-ils un site internet pour cette huile? Oui, ils ont un site internet. Ils ont un site internet, ils ont un Facebook, ils ont un Instagram. Où est ce lieu? C'est au-dessus de Montpellier. Oui. Au-dessus de Montpellier. Privas, à Saint-Privat, c'est ça. Au-dessus de Privas, au-dessus de Saint-Privat. Il y a quelqu'un qui a parlé d'Alzheimer. Oui, alors on y arrive. On a des questions. Alors, je te propose simplement de terminer les questions de Véronique, et après on passera à la question. Effectivement, on a Charles qui nous a parlé d'Alzheimer. Véronique nous disait: je n'ai pas trouvé d'études sur la variabilité de la température corporelle. Pourriez-vous nous donner des références? De plus, j'ai entendu à la radio qu'une étude américaine indiquait que la température moyenne corporelle avait baissé en un siècle de 0,59 degrés. Quel est votre avis? Alors, c'est un peu rigolo cette information, parce que à qui sont-ils allés mettre des thermomètres depuis Non, mais ça, c'est un peu comme quand à la télé, on vous dit qu'il n'a jamais fait aussi chaud depuis 100 000 ans. Sauf qu'il y a 100 000 ans, il n'y avait pas de météo. Hein. Alors, ça va, quoi. Mais, mais c'est des trucs, ça, qui sont un peu balancés comme ça. Ce qui est vrai, ça a été dit à la télévision française aussi, parce qu'il y a eu des études aussi en France sur la température, il y a 7-8 ans à peu près, ou 10 ans.
Ce qui est vrai, c'est que comme les gens font de plus en plus attention à leur santé de façon naturelle, eh bien, on a de plus en plus de gens qui ont une température qui se rapproche de la norme 36,6. Voilà, ça c'est vrai. Parce que quand on est habillé, qu'on a un pantalon, qu'on a une culotte, qu'on est assis, etc., on a automatiquement la température interne qui monte. Et la température moyenne était considérée 37,2 il y a à peu près 30 ans, 30-40 ans. Et d'ailleurs, il y a eu un film qui s'appelle 37,2. C'est vraiment ça. Voilà. Mais effectivement, de plus en plus de gens faisant attention à leur santé, puis beaucoup de pratiquent le bain dérivatif, il faut le savoir. Je ne suis pas la seule à en avoir parlé. Hein. Beaucoup d'autres gens en ont parlé avant moi. Hein. Non, mais c'est important. Hein. Le Kuhn, c'était au 19e siècle. Hein. Il est mort en 1909. Hein. Donc, ouais, il avait 90 ans. Donc, je veux dire, moi, j'ai rien inventé. Kneipp, le docteur Kneipp, le docteur Gardel, tous ces gens-là, ils ont fait faire le bain dérivatif. Donc, c'est Monsieur Geffroy de la Viclaire a fait faire le bain dérivatif, Raymond Dextray a fait faire le bain dérivatif. Je veux dire, je ne suis pas la seule, hein, je suis la première nana qui en parle, mais c'est tout. Donc, et depuis, on dit que c'est un truc de bonne femme. Mais avant, c'était un truc d'homme, principalement. Eh bien, la température, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent dessus. Les Russes ont travaillé dessus à Saint-Pétersbourg, les Japonais ont travaillé dessus, les Canadiens ont travaillé dessus, les Américains ont travaillé dessus, les Français pas beaucoup. Par contre, moi, j'ai eu la chance d'avoir des stagiaires. À l'époque où je faisais des stages d'une semaine, chercheurs au CNRS, chercheurs à l'INSERM, qui ont eu la bonté de prendre la température rectale matin, midi et soir, et même il y en a un qui a fait toutes les heures, jour et nuit, pendant 24 heures. Toutes les heures, il prenait la température pour voir, il était chercheur à l'INSERM, pour voir si ce que je disais était vrai, pour voir si c'était bien une sinusoïde, etc., pour voir si c'était ça. Et il l'a démontré. Il a montré aussi qu'après une semaine de bain dérivatif, sa température moyenne était passée de 37,2 à 36,6 en mettant simplement des poches froides tous les jours pendant une semaine. Donc, il y a des gens qui ont fait ce travail-là et je les remercie infiniment parce que moi, je n'ai jamais eu le courage de le faire comme ça. Mais voilà. Il y a aussi que... moi, j'ai appris beaucoup de choses par bribes. Quand je suis arrivée en France, j'avais déjà 3 enfants et je n'avais jamais utilisé un thermomètre. Les enfants n'étaient jamais malades. Si par hasard, je les sentais un peu fatigués, je leur faisais un bisou sur la tempe et je voyais tout de suite s'ils avaient un peu chaud ou pas, un bain dérivatif, et ça s'arrêtait tout de suite. Donc, je ne prenais pas la température. Et puis, j'ai eu 2 enfants à Paris et là, je me suis sentie quand même un peu sauvage. Je me suis dit, j'achète un thermomètre, je vais prendre la température. Je prends la température d'une de mes filles qui rentre de l'école un peu fatiguée, elle avait 6 ans, et je vois 35,4. 35,4 affolés. Comme dans la famille de mes aînés, il n'y a que des médecins partout, j'appelle un des vieux médecins de la famille, je dis écoute, je suis vraiment embêtée parce que... alors c'était un médecin qui avait 80 ans, hein. Je lui ai dit, j'ai vraiment un problème parce que Zoé, elle a 35,4. Il me dit, oh, mais c'est merveilleux. Il me dit, les enfants qui réagissent comme ça quand ils ont un virus, quand ils ont un rhume, demain elle est guérie, tu verras. Ils sont jamais malades, ces enfants-là. Les enfants qui ont une température très basse, dès qu'il y a la moindre agression, tu peux être tranquille, ils sont jamais malades. Voilà. C'est des petits indices. C'était un homme qui avait 60 ans d'exercice de médecine, qui avait vu des prises de température, etc., etc. Et il s'était rendu compte que ceux qui avaient une température très basse, enfin basse, qui était bien en dessous de 37, quand j'étais à l'école, on nous demandait de prendre, je vous l'ai dit ça, non? On nous demandait de prendre notre température
Non, je ne l'ai pas dit la dernière fois. Je crois pas. On nous demandait de prendre notre température le soir avant de nous coucher, une fois par mois. Si on avait 37,1 ou 37,2, on devait la reprendre le lendemain et le surlendemain. Si ça se maintenait le soir 37,1, 37,2, on nous demandait d'aller à l'hôpital faire une radiographie des poumons parce qu'il y avait une présomption de tuberculose. C'était considéré comme un état inflammatoire aigu, très aigu. Parce que le soir, on doit avoir 35,8, 35,9. Et ça, on nous l'apprenait à l'école. On l'écrivait sur nos cahiers d'école. Il fallait vraiment... Et je peux vous dire, quand je suis rentrée en seconde en France, dans le Jura, il y avait 2 jumelles dans ma classe qui s'appelaient Cretin, qui habitaient Arquesnan. Eh bien, elles ont été détectées toutes les 2 primo-infection de tuberculose, comme ça, parce qu'elles avaient 37,1, 37,2, 2-3 jours d'affilée. On leur a fait une radio et on a vu qu'elles avaient une tache au poumon. D'accord. Bah, écoute, moi, c'était un moyen de... Ça faisait partie du diagnostic de tous les médecins. Oui, oui. C'est très intéressant. Tous les médecins connaissaient ça, tous les vieux médecins connaissent ça. D'accord. Bah, écoute, là, c'est une information, en tout cas, qui se perd avec les années. Donc, écoute, merci de la remettre au goût du jour. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est la chimie qui a éliminé tout ça. C'est visiblement. Oui. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Très bien. C'est la chimie qui a éliminé tout ça. Oui. Bah, oui. Maintenant, le médecin, il ne vous tâte plus, il n'est plus en train de vous toucher partout, etc. Avant, le médecin, il vous touchait partout. Aujourd'hui, on dirait qu'il fait des attouchements. D'accord. Bah, écoute, ouais. Mais avant, le médecin, il vous regardait les diverses parties du corps, il regardait comment était votre peau, la couleur de la peau, etc. Enfin, il regardait tout ça. Il vous tâtait, vraiment, il vous tâtait de partout pour voir où ça n'allait pas, etc. Maintenant, ils font plus ça, ils vous font faire que des analyses. Vous voyez ? Bon, tu nous repartages les bonnes infos, donc voilà, on est chanceux de t'avoir. Tu parlais d'Alzheimer. Alors, on peut prendre la question de Charles, sachant que tu y as répondu déjà à une partie parce qu'il nous parlait des oméga 3. Donc, Charles, il nous salue à tous. Merci pour ces précisions et informations. On nous parle tellement d'Alzheimer à longueur de journée qu'il est vrai que l'on peut rapidement tomber dans des psychoses à la première perte de mémoire. J'ai lu que la santé du cerveau était intimement liée à la santé de notre microbiote, notamment par la qualité de leurs échanges. Alors, depuis 2014, grâce au Canada, on sait quelque chose d'extrêmement important. Les gens qui sont Alzheimer, ils ont un sang vicié dans le cerveau. Et jusqu'en 2014, la médecine considérait que le cerveau était le seul organe qui n'avait aucun système de nettoyage. Or, en IRMF, c'est-à-dire IRM fait pas sur un mort, mais sur un vivant, eh bien, on s'est rendu compte que dans le sommeil profond, le fascia qui entoure les petits vaisseaux sanguins autour des capillaires du cerveau nettoie le sang qui est dans les capillaires. Donc la première garantie anti-Alzheimer, c'est le bain dérivatif. Ça, c'est la première chose. Et je peux vous garantir, il y a une dame, je ne sais pas si je vous en ai parlé de ça, j'ai eu une stagiaire qui avait 30 kilos de trop. Elle habitait chez ses parents, elle avait 18-19 ans, quelque chose comme ça. Et elle me dit, pour mon papa a été détecté Alzheimer, vraiment Alzheimer, il reconnaît plus sa maison, il se perd même dans la maison, il est vraiment Alzheimer. Tu crois que la méthode pourrait faire quelque chose? J'ai dit, écoute, j'en sais rien, je sais pas, j'ai pas d'expérience. J'ai dit, par contre, est-ce que quelqu'un peut lui faire un dérivatif, c'est-à-dire penser à lui changer sa poche régulièrement, lui faire le miam au fruit, lui faire le miam au 5. Ah, elle me dit oui, il y a ma maman et moi. Eh bien, j'ai dit, écoute, vous essayez, puis on verra bien. C'est tout ce que je peux te dire. Hein. Oui, au mieux, ça fait du bien, au pire, ça fait rien. Un an plus tard, je suis au salon Artemisia à Marseille, et qui arrive, Josiane, avec son papa, sa maman et le médecin de famille. Et le médecin de famille me dit, je viens vous inviter
un déjeuner avec monsieur, madame et leur fille pour vous remercier parce que vous avez sorti mon malade de l'Alzheimer. C'est clair. Un autre cas. J'avais une amie, Yolande, dont le papa avait 76 ans. Ce monsieur, jusqu'à 74 ans, il était ingénieur, c'est lui qui a dessiné et fabriqué les cardans du pont de Valence. Donc, c'est pas n'importe qui, ce monsieur-là. Il a été vraiment... Et jusqu'à 74 ans, il travaillait dans des centres d'aide au travail pour aider des jeunes, etc., bénévolement. Et quand il a eu 74 ans, il commençait à oublier des choses, à faire des bêtises, etc. Il n'était plus très cohérent. Et ses petits-enfants ingénieurs n'arrivaient plus à avoir de longues discussions avec lui. Moi, quand j'arrivais, il ne me reconnaissait pas. Sa fille disait « Mais tu sais, c'est la navigatrice, etc. etc. » Bon, mais enfin, il ne me reconnaissait pas. Voilà. Et donc, il se dégradait du cerveau. Est-ce que c'était Alzheimer ou autre chose? Il avait une dégradation du cerveau. Donc, il ne peut plus travailler dans le centre d'aide au travail, on lui dit monsieur, etc. Et 2 ans plus tard, il a un AVC. Il est donc hospitalisé. Et là, Yolande fait ce que je lui dis, c'est-à-dire qu'elle lui donne plein d'huile de colza, et puis et ensuite, elle lui apporte le miam aux fruits, elle le nourrit au miam aux fruits, etc. Mais le médecin qui le suivait dit à Yolande, il va falloir le mettre dans une maison médicalisée, parce que vu l'état dans lequel était son cerveau avant, ça va être encore pire maintenant. Et Yolande dit, c'est pas grave, ma sœur est directrice d'une maison spécialisée, on va le mettre là. Et elle le gave d'huile de colza et de miam aux fruits. Et là, il a un contrôle 15 jours après, il est complètement normal. Il a récupéré complètement son cerveau. J'arrive, moi, 1 mois plus tard, et Yolande fait le geste de tu reconnais. Non, évidemment, c'est la navigatrice, bien sûr que je la connais, puis on se met à discuter. Ses petits-enfants se remettent à avoir des longues discussions techniques, etc., avec lui, et il a refonctionné comme ça jusqu'à sa mort. Super. Vraiment, super bien. Un jour, il rentre dans la cuisine, il voit Yolande qui prépare le miam aux fruits, elle met de l'huile. Il dit, tu mets de l'huile là-dedans? Et elle lui répond, on a toujours mis de l'huile dans toutes les salades de fruits. Elles sont toujours tellement stupéfiantes, tes anecdotes, tes histoires. C'est vrai que c'est extrêmement inspirant. Et puis, voilà, enfin, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, quoi. Au mieux, j'ai aucune crainte dans mon cerveau. Ça ne fait rien. Donc, du coup, dans tous les cas, essayons. Oui, je dis, moi, j'ai aucune crainte pour mon cerveau. Oui, non, mais aucune, parce que je fais le bain dérivatif, je mange comme il faut et je vois comment il fonctionne. Oui, bah, nous aussi, on voit bien comment il fonctionne. Donc, non, mais alors, j'ai vu souvent des gens qui avaient le cerveau qui se dégradait et qui ont récupéré la clarté du cerveau. D'accord. Oui, oui. Alors là, je vous ai cité 2 cas, mais je peux vous en citer d'autres, hein, j'en ai d'autres. Non, mais ce que tu nous expliques par rapport au fascia et à cette rétractation du fascia, nettoyage, ça fait complètement sens, parce que le fascia, c'est très important. Alors donc, en plus d'une bonne alimentation, bien sûr, oui. assurer le nettoyage du cerveau, ça fait très, très, très important. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces anecdotes et ces réponses et ces éclairages. Je te propose de continuer avec la question d'André. Coucou André. André, il était parmi nous, je l'ai vu en début de webinaire. S'il était resté avec nous avec les contretemps du début. Donc, il nous dit, il nous salue à tous et à vous aussi les dynamiqueurs. Merci pour ce dossier très instructif. Vous évoquez le fait de consommer de la sève de bouleau toute l'année. Comment la conservez-vous? Garde-t-elle ses propriétés? Et il te demande ensuite si tu seras au salon, si tu seras physiquement ou en visio au salon de Strasbourg à la fin du mois. Est-ce que tu vas y, parce que tu y fais des conférences. Il est vrai que tu fais énormément de conférences à travers toute la France. Tu te déplaces sur beaucoup, mais parfois les dates sont tellement serrées que c'est physiquement impossible en fait d'être partout. Donc pour Strasbourg.
C'est pour ça que je suis obligée de faire des zooms régulièrement. À Strasbourg, ça fera un zoom, je suis désolée. Mais on peut se parler, on peut se poser des questions et tout. Alors, oui. hein, faut pas qu'ils s'inquiètent. Oui. Mais tu en fais plein en physique. Mais c'est vrai que parfois, en termes de date, pour caler un rendez-vous, là, tu me partageais un peu ton planning. C'était dingue. Je fais 40 000 km. Hein, 40 000 km par an. Je sais, c'est absolument fou. Donc voilà, parfois, physiquement, ça passe pas en fait en termes de date de se déplacer. Et puis, bien sûr. Donc, alors, pour ce qui est du boulot. Pour la sève de bouleau. Alors, je ne dis pas qu'il faut boire de la sève de bouleau à longueur d'année, mais qu'on peut en boire à longueur d'année. Il n'y a plus que le moment où on la recueille qu'elle est bonne. Et je dirais même qu'elle est plus riche quand elle a eu le temps de fermenter que quand elle n'est pas fermentée. Oui, on peut lire ça aussi, c'est vrai. Voilà. Oui. Donc, c'est pour cette raison qu'il est possible d'en boire toute l'année. Les personnes qui ont des cancers ou qui ont eu des cancers, je leur conseille d'en boire à longueur d'année parce que le silicium organique extrêmement abondant qui est dans la sève de bouleau détruit complètement l'aluminium qui est le vecteur des métastases. D'accord, c'est intéressant. Qui est le vecteur de la multiplication, de la prolifération d'un cancer. Donc, les gens qui ont eu un cancer ou qui ont un cancer, je leur conseille d'en boire tout le temps. Voilà, ça c'est pour des cancers. En dehors de ce cas-là, il est très intéressant d'en faire, selon son envie, 1, 2, 3 cures dans l'année. Comment je fais, moi? Eh bien, j'aime bien avoir dans mon... J'en ai là, d'ailleurs. Je garde toujours un peu de sève que je mets, là, il faut que je la mette en bouteille, mais que je mets en bouteille dans mon frigo et j'en goûte de temps en temps un petit peu. Si ça me tente pas plus que ça m'excite pas, je laisse tomber. Mais si j'ai envie de boire la bouteille tout d'un coup, je sais que c'est le bon moment pour faire la cure. D'accord, vraiment l'écoute du corps. Et donc pour la conservation, parce que c'était une des questions aussi d'André. Alors elle se garde à 4 degrés. 4 degrés, donc il faut vraiment au frigo évidemment. Et voilà, donc là on peut l'acheter fraîche, on la garde au frigo, elle va faire son travail de fermentation, bien qu'elle soit au frigo, la fermentation va s'opérer? À 4 degrés, s'il n'est pas à 4 degrés, ça sera différent. D'accord. Okay. Une fois que la fermentation est faite, à 4 degrés, après c'est stable, on peut le garder hors frigo sans problème. D'accord, ok, très bien, parfait. Ok, c'est très bien. Écoutez, André, André, il sera là, il est d'Alsace, donc il sera au salon de Strasbourg. Donc voilà, vous pourrez poser vos questions en direct à France. Mais bon, je vous encourage autant à si vous en avez certaines, à les poser directement là. Il y a quand même une convivialité qui sera qui est quand même plus présente ici que ne sera au salon. Mais formidable. Écoutez, vous verrez. Voilà, à distance, mais vous serez là. André, donc c'était bon pour les questions. Donc on continue avec donc Microbet, tu as répondu. Il nous reste Nadine qui nous a envoyé un message. Bonsoir Nadine, qui nous dit merci pour ce dossier encore passionnant. Toujours un plaisir de vous retrouver France. J'ai lu cette semaine qu'une consommation de café peut être intéressante sur les capacités cognitives. Que pensez-vous de cela? Quel est l'impact de la caféine et de la théine sur notre cognition? Avez-vous des limites de consommation recommandées? Et voilà, et elle te dit merci d'avance et bravo et merci pour votre énergie contagieuse. J'espère avoir l'honneur de vous rencontrer un jour. Alors, théine, caféine. Alors, dans les salons bio, on dit beaucoup de mal du café. Bon, beaucoup dans le monde des naturaux et tout ça, on dit beaucoup de mal du café. Le café peut être merveilleux et il peut être un problème. Oui. Alors, plus le café est maltraité, plus il est riche en caféine, parce que c'est son moyen de défense. Et alors, un café qui a été traité aux pesticides va devenir mauvais. On va dire ça comme ça. Quand il est torréfié à 1000 degrés, comme dans l'industrie,
il devient riche en goudron. Et les goudrons sont cancérigènes. Donc, c'est à la fois trop de caféine et les goudrons, mais surtout les goudrons qui sont mauvais dans le café. C'est ça qui est le plus mauvais. Mais vous allez en Papouasie ou en Polynésie autrefois, ben, on faisait griller le café le soir, on le buvait, on allait dormir. On le grillait, on en buvait et on allait dormir. Oui, oui. Il n'empêchait pas de dormir. Parce qu'il était tout juste préparé, on venait juste de le torréfier. Si ça vous amuse, pour le torréfier, chez nous, on récupérait des grandes boîtes de conserve qui faisaient 40 cm, 30 cm ou 40 cm de haut, les grosses boîtes de conserve de l'armée, qui étaient pour les militaires. Oui. On enlevait les deux cercles du haut et du bas, on découpait la tôle au milieu, on l'ouvrait et avec un clou et un marteau, on faisait les trous dans la tôle. On mettait un morceau de bois de chaque côté et on torréfiait le café comme ça en balançant au-dessus du feu de bois. Okay. Moi, j'ai vu ça toute mon enfance. Et le matin, moi, je moulais le café dans un moulin. Voilà. Donc, le café, quand il est comme ça, qu'il n'a pas été traité, donc quand il est bio, quand il a été torréfié à température basse comme dans le bio, ou bien chez un torréfacteur. Quand vous allez chez un torréfacteur, vous demandez de torréfier blond, ne pas torréfier noir, mais torréfier blond. Vous aurez un café avec un arôme à se mettre à genoux, super bon, et avec plein d'antioxydants. Oui, bien sûr, le café, oui. Voilà. Alors, donc le café n'est pas du tout une catastrophe. Alors pour un bébé, c'est hors de question. Parce que la caféine, c'est pas bon. Pour les enfants, tout ça, pour une femme enceinte, moi, je déconseille. Je déconseille le thé et le café aux femmes enceintes. Parce que ça fait des bébés qui pleurent facilement. Et par contre, à partir de 50 ans, 60 ans, c'est un stimulant pour le cerveau qui est intéressant, mais il ne faut pas dépasser 3 tasses par jour. D'accord. 3 tasses. Normal. Il ne faut pas dépasser 3 tasses. Parce qu'au-delà, ça fait l'effet inverse. Au-delà, ça va au contraire vous fatiguer, vous assommer, etc. Donc, il ne faut pas en prendre trop. Sachez que un café très serré à l'italienne contient très peu de caféine. Par contre, si vous l'allongez, vous mettez beaucoup d'eau, vous allez avoir plein de caféine. C'est l'allongement du café qui va développer la caféine. Donc, le café très serré, très amer et italien, c'est celui qui contient le moins de caféine. C'est pour ça qu'ils peuvent en boire plusieurs. Très bien. Bah, écoute. Oui, c'est intéressant parce que moi, je croyais que c'était le contraire. Hein. Oui. Je pensais que plus c'était amer, plus c'était riche en caféine, mais pas du tout. C'est le contraire. C'est comme le thé, en fait. Moins ça infuse, que plus rapidement on enlève la boule de thé avec le thé en vrac, moins il y a de caféine, plus on la laisse infuser. Et... Oui. Exactement. Donc, c'est intéressant. C'est la même molécule. Hein. Moins il y en a, et oui. Oui, c'est la même molécule. Donc, vous voyez, c'est très intéressant, cette chose-là. Et donc, le café, c'est pas forcément le diable, quoi. Ça dépend comment s'en faire. Prenez le bio. Alors, même chose, quand je vois ces machines à café avec du café qui reste pendant des heures et qui est réchauffé sans arrêt, ça, c'est pas bon. Ça augmente sans arrêt la caféine et les goudrons. Alors que quand vous faites un café, buvez-le tout de suite. Ne le laissez pas traîner pendant 2 heures quelque part. Ne le gardez pas dans une gourde. Voilà, c'est un bon... Oui, très bien. Il y a le café qui peut quélater aussi un peu le fer. Tu le conseilles à la fin des repas ou parce qu'on entend tout, on entend que c'est bien à la fin des repas. Moi, dans mes cours de micronutrition, on me disait à la fin des repas, c'est pas sur un estomac vide, c'est plutôt bien. Mais à l'instar du thé, ça peut quélater le fer. Donc voilà, pour des femmes qui peuvent être un peu en anémie, il faut faire un peu attention juste à la fin des repas. Prenez-le comme un plaisir, ne soyez pas esclave. Oui, c'est ça. Faites un plaisir dans une jolie tasse, avec des bons amis autour. Entre 1 et 3 tasses par jour. De tout que ce soit un cérémonial, un cérémonial comme le thé. Comme le thé. Oui.
Très bien. Merci beaucoup. C'était bon pour les questions de Nadine. On passe à la question. Il nous reste 2 questions. La question de Julie. Alors, tu as répondu à la question sur l'onfacine. Elle te posait des questions. Donc, elle nous salue à tous une nouvelle fois. Quel plaisir de vous retrouver, France. Merci pour ce sujet. Voici ma question. Quelle est la relation entre le sucre et les maladies mentales comme la dépression? La réduction du sucre est importante pour l'inflammation, notamment, mais joue-t-elle spécifiquement sur notre santé mentale? J'ai lu des liens qui sont de plus en plus qui mettent en avant le lien entre la consommation du sucre et de l'autisme. Êtes-vous d'accord avec ce lien? Voilà. Donc le rapport, ton avis là-dessus? Oui, le sucre, sachez que jusqu'en 1900 à peu près, Oui. jusqu'à la fin du 19e siècle, les gens achetaient 1 kilo de sucre par an. Oui. Et le sucre en question servait à fabriquer les quelques petits gâteaux. C'est-à-dire qu'ils n'achetaient pas en plus des petits gâteaux, non. Ils consommaient pas plus d'1 kilo de sucre par an. Oui. Il n'y avait pas de diabète. Très Oui, simple. oui, oui. Et non mais voilà, parce que les gens, quand ils avaient envie d'un truc sucré, eh bien, ils mangeaient une cuillère à café de miel, par exemple, qu'ils gardaient dans la bouche un long moment. La consommation de sucre a explosé et tu le dis très justement, en plus dans tous les biscuits, les céréales pour les enfants, voilà. bien sûr, mais même les... Le problème, c'est pas le sucre en soi, le problème, c'est la quantité de sucre. Oui, 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 oui. Et la qualité du sucre. Donc, c'est sûr que les gens qui mangent du sucre blanc qui est partout, si on mange des trucs industriels, ils mettent du sucre et du sel partout, on en abat des quantités absolument phénoménales. Donc, bien sûr, il y a tout ce qui est diabète et puis tout ce que le sucre peut engendrer sur le corps, mais spécifiquement sur le cerveau, elle parle de lien entre autisme... Forcément, parce que d'ailleurs, on peut devenir aveugle avec trop de sucre. Ça touche le cerveau. Ça touche toutes les connexions, etc. Un chien qui mange trop de sucre devient aveugle, on le sait. C'est un mammifère comme nous. L'équivalent d'un sucre pour un chien qui fait 20 kilos, c'est comme si moi je mangeais 3 sucres quand il en mange. Non, il faut multiplier par. Oui, non, 20 kilos, ça fait 3 fois, oui, ça fait 3 sucres. Voilà. Parce que moi, je pense au chat. Oui. Non, parce que j'ai un chat qui pèse 3 kilos, c'est un chat qui a un petit volume, et le vétérinaire m'a dit, si vous lui donnez un bout de pâté, ben vous multipliez par 20 la quantité que vous mangeriez en équivalent. Donc, si on lui donne une petite boîte de pâté, comme c'est donné dans les magasins, ben c'est comme si moi je mangeais 20 boîtes de pâté. Ah oui. C'est hallucinant. Ah oui, oui. Beaucoup de gens rendent leurs chats malades, énormément de chats. Moi, ils sont toujours surpris. Ce chat a 16 ans, elle saute au plafond, là, sans problème. Hein. Elle saute sur le frigo direct d'en bas. Et oui, oui. Bon, oui. Elle fait des bains dérivatifs, elle aussi, elle prend du fruits. Exactement. Mais donc, ils me disent, on dirait un très jeune chat. Tout le monde la prend pour un très jeune chat. C'est pas du tout le cas. Et donc, simplement. Le sucre sur la cécité, sur l'énergie. Il y a des études aussi sur les enfants, sur l'hyperactivité, et même les enfants avec des troubles autistiques, où on voyait une hyperactivité accrue. Après des anniversaires, par exemple, ou des goûters à l'école, ou un excès de sucre. Alors, le danger, quand on s'attaque au sucre, c'est de supprimer tous les sucres, y compris les fruits, etc. Et le cerveau, trop de sucre ou pas de sucre, dans les deux cas, il n'est pas bien. C'est pour ça que le miam aux fruits a cette qualité formidable, c'est de couper peu à peu toutes les envies de sucre. Toutes les envies de sucrerie. Moi, j'ai même pas. Si je fais mon miam aux fruits, j'ai même pas envie de date. Oui. Alors que si j'ai pas eu mon miam aux fruits pendant 3-4 jours, je vais avoir besoin de manger 1 ou 2 dates. Oui. Tu vois ?
Oui, oui, je comprends. Mais c'est vrai qu'il y a un amalgame de sucre. C'est comme toutes les personnes qui remplacent le sucre par l'aspartame, par exemple, qui est un poison sur la porosité intestinale. Enfin, c'est absolument une catastrophe. Mais voilà, c'est souvent on dit le sucre, mais c'est vrai qu'il est important, comme tu l'as fait, c'est bien de le rappeler, de détailler vraiment les différents sucres le moins raffinés possible, évidemment. Et puis c'est la quantité, sans diaboliser. Le sucre, il faut faire très attention, mais sans le diaboliser pour autant, à travers les fruits notamment. Voilà, c'est important. Le corps, les cellules fonctionnent avec le sucre. Donc, bon. Écoute, merci pour ces réponses, Julie. Si vous êtes parmi nous, je sais que Charles n'était pas là, Nadine non plus, mais Julie, si vous êtes là, voilà, dites-nous si voilà, c'est bon pour vous. Et on arrive à la dernière question de ce webinaire, à moins que vous en ayez certaines, et n'hésitez pas à nous les mettre sur le forum, enfin sur le chat. Laetitia qui nous dit, qui nous salue à tous, elle te remercie pour ce dossier et elle te dit qu'elle a souffert pendant plusieurs années, au moment de l'adolescence, d'anorexie, qu'il y a eu plusieurs hospitalisations. La santé mentale est clairement liée, mais pensez-vous que cela ait pu abîmer mes capacités cognitives? Entre parenthèses, elle nous parle de la mémoire spécifiquement, qu'elle ressent parfois des troubles, ou est-ce qu'il peut y avoir des conséquences dans son futur d'avoir eu ces troubles alimentaires dans l'adolescence? Alors, je ne sais pas quel âge a Laetitia aujourd'hui, mais bon, voilà quoi. Elle est là, Émilie? Je ne sais pas. C'est Laetitia, je ne sais pas. Laetitia, si vous êtes là, alors, faire un Laetitia, tant qu'elle n'a pas jeté son cerveau à la poubelle, il est réparable. C'est bon? Tant qu'il reste des petites cellules, c'est réparable. Ça se répare progressivement, mais ça se répare. Hein, faut pas. Ça, c'est le vivant qui est comme ça. C'est le fait d'être vivant. Il n'y a pas que c'est pas jeté à la poubelle, c'est réparable. Donc je pense qu'elle l'a pas encore jeté à la poubelle et elle peut le réparer. Moi, je lui recommande le miam aux fruits, le miam aux 5. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète si elle se rend compte qu'elle a de l'appétit, une envie de manger, parce que l'appétit est un signe de bonne santé, mais ça peut la paniquer parce qu'elle peut se dire si je me remets à avoir faim comme avant. Ou enfin, tu vois, parce qu'elle a dû passer par des périodes. Oui, mais ça va avec la boulimie en général. D'accord. Enfin, parce que je pense que c'est terminé, parce qu'elle précise pendant plusieurs années, elle précise à l'adolescence. C'est vrai que vous précisez pas, Laetitia, l'âge que vous avez aujourd'hui, mais je pense que son interrogation, c'était aussi sur le fait que pendant plusieurs années, elle est mal alimentée, son corps est pas ricochet. Oui, j'ai bien compris, oui. Mais elle peut le réparer. Oui, voilà. Elle s'inquiète de ça. Il y a plein de choses réparables. Je connais une fille qui avait très très peu mangé à l'adolescence aussi. Elle n'était pas anorexique, mais en fait c'était pas loin. Et elle n'avait pas de sein. La poitrine s'était pas développée par manque de graisse brune. La poitrine s'est pas développée. À 27 ans, elle a un petit copain et qui avait envie qu'elle ait des seins. Qui a tellement envie qu'elle ait des seins que il lui conseille de se faire mettre une prothèse mammaire. Donc elle se fait mettre une prothèse mammaire. Et puis malgré la prothèse mammaire, le petit copain finit par s'en aller. De toute façon, le petit copain qui ne vous aime que parce que vous avez une prothèse, c'est pas la peine. Hein. C'est perdu d'avance. Alors elle a fait la prothèse, le petit copain est parti, et comme elle était quand même comme elle avait eu des problèmes à l'adolescence où elle mangeait pas comme il faut pour maigrir, pour être mince, qu'ensuite elle a découvert le bio et qu'elle a essayé de manger de façon équilibrée, comme il faut, etc. Elle vient me voir et elle me dit j'ai envie d'enlever mes prothèses. Je suis allée voir le chirurgien, il m'a dit que il fallait surtout pas parce que le chirurgien m'a dit que mon corps avait fabriqué de la peau pendant 2-3 ans et que par conséquent, j'aurais les seins comme des gants de toilette qui seraient vides. Alors, je lui ai dit, c'est impossible que votre corps ait fabriqué de la peau. Votre peau, elle a subi exactement ce que subit le ventre d'une femme enceinte. Elle a été tirée un peu en avant et puis c'est tout. Mais elle n'est pas fabriquée de la peau. Alors, je lui ai dit, vous pouvez faire retirer les prothèses. Je dis simplement, il va falloir la raffermir après.
C'est tout ce que je pouvais imaginer, moi. Hein, donc, elle allait raffermir ensuite. Comme elle n'était pas convaincue, je l'ai envoyée voir un kiné, un très bon kiné, Gilles Bassigalupo. Il faudra que tu l'aies, celui-là. Eh bien, ah oui, il faut absolument que tu l'interviewes, celui-là. Vous allez l'adorer. Et qui lui a expliqué la même chose que moi, qui lui a dit, votre peau, elle a subi la même chose qu'une femme enceinte, etc. Et lui dire, avec des massages, des trucs comme ça et tout, on arrivera à la raffermir comme il faut. Donc, elle se fait enlever ses prothèses. Et j'ai encore ici un classeur avec son témoignage parce qu'elle l'a orné en plus avec des petites fleurs et tout ça super joli, des petites fleurs qu'elle a collées. Elle a pris 2 tailles de soutif avec les graisses brunes. Son corps a refonctionné. Ses hormones ont refonctionné, lui ont donné une petite poitrine. Elle a pris 2 tailles. Elle est arrivée à 85. C'est 80, 85, 90, je sais pas. Oui, c'est ça. Enfin, elle a pris 2 tailles de soutif et bien, elle m'en a remercié. Un nouvel argument sur les bains dérivatifs, France, attention. Et puis. Mais oui, non, mais avec le bain dérivatif, l'alimentation et tout, elle a fait faire à son corps ce qu'il aurait dû faire à l'adolescence. Oui. Tout simplement. Donc, ça se répare toujours. Quand on se donne la peine de faire ce qu'il faut, que Laetitia ne s'inquiète pas. Vraiment. Alors, pour celui qui parlait de la mémoire, l'Alzheimer, la mémoire qu'on perd avec l'âge, souvenez-vous de ce que j'ai dit la dernière fois. Quand on perd ses clés à 20 ans, on cherche ses clés, on les trouve. Quand on les perd à 40 ans, on dit je commence à vieillir. Quand on arrive à 60 ans, on dit je suis Alzheimer, mais on n'a jamais perdu que ses clés. Oui, bien sûr. Il y a ces biais. C'est la même chose. Attention à l'angoisse. Complètement. C'est pas la peine de se stresser, de s'angoisser comme ça. Oui. Les gens, vous avez vu la sœur Emmanuelle, quand la veille de ses 100 ans, elle était passée à la télé. Elle avait une vitalité, mais extraordinaire. Elle ne voulait pas qu'on lui fête ses 100 ans, parce qu'elle savait qu'on préparait une immense fête. J'ai travaillé des années avec son attaché de presse. Et elle voulait absolument pas qu'on lui fête ça, et elle est morte la veille de son anniversaire. Ah, je ne connaissais pas l'histoire. Elle ne voulait pas qu'on lui fête ses 100 ans. D'accord. Voilà, qu'elle trouvait ridicule. Oui. Bon, en tout cas, c'est extrêmement encourageant tout ce que tu nous as partagé ce soir. En tout cas, je dis merci à tout le monde. Vos questions sont pertinentes, sont intelligentes, sont sympathiques. Vous nous dites en plus des merveilleuses choses que je vous renvoie parce que vous êtes l'image de ce que vous dites. Hein. Mais oui, la famille des dynamiqueurs est absolument formidable. Donc, c'est vrai, je me joins à France pour vous remercier pour votre présence, pour votre présence. Malgré l'heure un petit peu avancée, avec le retard du début, mais en tout cas, c'était passionnant de t'écouter. C'était absolument formidable, France. On est toujours très heureux de te recevoir, et donc tu sais que tu es la bienvenue et qu'on sera toujours enchanté de te retrouver sur un prochain dossier. Et voilà, tu as une énergie contagieuse, une énergie débordante, et on se dit forcément que, tu es de toute façon la meilleure vitrine des conseils que tu partages. Et donc, on voit bien, alors surtout que ce soir, on t'a vu de très près. Et donc, on voit bien l'éclat naturel, physique et de ce que tu envoies, en fait, de ce que tu donnes, de cette énergie. Donc, une fois de plus, on a encore pris plein de notes sur des conseils à suivre que tu nous as encore partagé ce soir, encore agrémenté par rapport au dossier. Donc, c'était un vrai plaisir de te recevoir. François, je te dis merci beaucoup, France, quel dynamisme, mais totalement. C'est très intéressant, au plaisir de vous réécouter. Et elle nous remercie. Merci Françoise infiniment. Véronique, merci France pour tout ce que nous a apporté. André qui te remercie aussi. Donc, merci à vous pour votre belle présence. Je vous rappelle, la semaine prochaine, je me suis trompée la dernière fois où je vous ai annoncé Alice pour cette semaine. C'était Alice Denoyer la semaine prochaine qui va nous parler des 7 piliers de santé préventive. Donc, elle va nous rappeler les piliers alimentation, mouvement, cycle circadien,
gratitude, exposition à la lumière naturelle. Enfin voilà, elle va nous repartager un petit peu voilà tout ce qui est important de mettre en place pour garder une bonne vitalité, qui est totalement dans la continuité de tout ce que tu nous as partagé ce soir, France. Donc voilà, ça sera bien d'avoir de nouveau ces informations-là. Il n'y a jamais trop de répétitions pour bien ancrer les choses. Et puis França, à l'immense plaisir de te retrouver très bientôt. Voilà, quand ton planning chargé te le permettra, on sera très 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 heureux de te retrouver parce que c'est vraiment un plaisir à chaque fois. Mais merci à vous tous et surtout prenez-en de la graine, c'est le cas de dire. Merveilleux. Mangez les petites graines et des bons fruits et surtout dites-vous que notre avenir est très intéressant. Vous allez voir, ce qui va suivre sera génial. Même si on traverse des tumultes très violents en ce moment et on va en avoir d'autres qui vont nous toucher de plus près, mais c'est pas grave, on s'accroche, on traverse tout ça et le monde de demain est à nous. Hein. C'est sûr et certain. Restons là-dessus. Merci beaucoup pour ces mots. Merci à vous pour votre présence encore une fois. Très, très belle soirée. Très, très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Et le monde est à nous. Exactement, France. Voilà.